Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, cette semaine, le calendrier des élections urbaines, municipales et locales est maintenu. C'est ce que Apollinaire Malomalo a affirmé au groupe des partis politiques qu'il a rencontré le vendredi 20 juin à Kinshasa. C'était dans une rencontre dite extraordinaire entre son bureau et les mandataires des partis politiques. Monsieur Mbelou, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait courir Apollinaire Malomalo? Il donne l'impression d'être totalement sourd aux appels de l'opposition pour un processus électoral apaisé. Bien que je ne puisse pas croire dans un processus électoral apaisé dans ce pays-là, je dirais simplement ceci. Quand vous écoutez les différentes critiques formulées à l'endroit de M. l'abbé Malomalo par les différentes forces du changement, vous comprenez qu'il est en train d'obéir à un canevas déjà bien tracé avant ce processus électoral-là. Mais comme vous le savez, j'ai toujours souhaité que nous ne puissions pas tomber dans l'amnésie. L'amnésie consisterait à faire comme si M. l'abbé Malomalo n'avait jamais été impliqué dans un processus électoral dans notre pays. Mais rappelez-vous que c'est lui qui était aux commandes de la commission électorale en 2006, quand il y a eu tricherie et que Mbemba a dit qu'il avait accepté l'inacceptable. Personnellement, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a fait montre d'une certaine partialité dans la gestion de la commission électorale indépendante en 2006 puisse être reconduit pour les élections de 2015-2016. Il y a là quelque chose d'illogique, d'irraisonnable, d'irrationnel. Alors, ce que je n'arrive pas aussi à comprendre très bien, c'est ceci. Les fameux acteurs politiques congolais qui tiennent quand même au processus électoral démocratique et apaisé dans notre pays font comme si ils avaient déjà oublié ce que Malomalo a fait en 2006. Il est peut-être temps de pouvoir comprendre qu'avec ce monsieur-là, rien de bon ne sortira de ce fameux processus électoral. Peut-être que ceux qui luttent dans l'opposition, comme vous le dites, n'ont pas suffisamment de moyens pour le faire partir de la tête de la commission électorale dite indépendante. Mais moi, je ne vois pas comment on peut reconduire une carte comme celle de Malomalo, alors que en 2006, il est allé proclamer les résultats des élections escorté par les chars de l'ONU. Il y a là quelque chose de pas très correct, quoi. Oui, mais en cette matière-là, la conscience ou la volonté politique ne suffisent pas. Le mal est trop profond. Le mal est tellement profond que remettre l'abbé Apollinaire Malomalo à sa conscience est insuffisant. Encore faudrait-il que cet appel à sa conscience puisse être accompagné d'un activisme politique et d'un activisme citoyen conséquent. Mais, comme vous le savez, je suis de ceux qui estiment qu'un processus électoral dans les conditions actuelles, avec l'abbé Apollinaire Malomalo comme responsable numéro un de la commission électorale indépendante, n'aboutira pas à des résultats qui pourraient faire euh, euh, la part belle aux véritables élus du peuple. Alors, il faudrait peut-être trouver une autre procédure.
Mais bon, ceux qui croient dans les élections dans ce pays-là estiment qu'ils peuvent corriger un processus qui, dès le départ, est déjà vicié et, comme je le disais la fois dernière, est vicieux. Il y a des acteurs qui ne devraient pas être impliqués dans un processus. Peut-être qu'on y reviendra avec les questions que vous poserez. Il y a toutes les preuves possibles et imaginables de l'implication de celui qui est supposé être à la tête du pays dans certains massacres, dans certains crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il n'y a pas très longtemps, nous apprenions que il y a eu incursion, une énième incursion des militaires rwandais à Kinshasa, et cela constituerait, dans un pays normal, un motif de pouvoir organiser un impeachment à l'endroit de ce monsieur-là. Mais chez nous, les choses se passent comme si toutes ces incursions des militaires des militaires rwandais, leur implication dans les massacres, et maintenant le banditisme se développe très très sérieusement dans certains quartiers de Kinshasa et même dans les provinces de l'intérieur comme au Kasaï occidental. Alors, on voit tout ça et on focalise l'attention sur l'article 220. Peut-être que c'est le moyen le plus idoine de pouvoir mettre ce monsieur-là hors d'état d'agir, mais il ne convient même plus comme candidat aux élections. Même si on modifiait la Constitution, son mode opératoire ne l'habilite plus à pouvoir se présenter à la tête de ce pays-là comme candidat aux élections. J'ai suivi le débat qu'il y a eu hier ou avant-hier, je ne sais pas, sur la radio France internationale. J'ai rigolé parce que je me disais, pour qu'il y ait un débat de ce genre-là, il faut qu'on ait recours à une radio étrangère, la radio France internationale, et pourtant il aurait fallu que ce débat soit organisé, que nos populations le suivent à partir des médias du pays. Donc, j'ai suivi un débat, un acteur politique congolais qui dit en des termes très clairs au micro de Alain Foka qu'en 2006, comme en 2011, M. Joseph Kabila n'a pas gagné les élections. Il le dit en des termes très clairs. Mais je ne comprends pas qu'un monsieur qui n'a pas gagné les élections puisse, pendant tout un temps, mobiliser les commentaires des journaux, mobiliser l'action des acteurs politiques, au lieu que les choses puissent être orientées dans le sens de ne plus compter avec ce monsieur-là. C'est là que je ne comprends pas très très bien. Peut-être que je suis trop bête pour comprendre, mais je ne vois pas comment des gens qui ont des preuves que ce monsieur-là n'a jamais gagné aux élections puissent organiser un débat sur la possibilité de le voir se présenter aux élections futures ou pas. Non, il ne mérite pas, il n'a aucun mérite pour pouvoir évoluer dans ce sens-là. C'est ma lecture qui peut être limitée, mais voilà. Oh, comment est-ce que ça peut jouer? Parce que l'Église catholique s'est déjà prononcée clairement sur ce monsieur-là en le remettant entre les mains de son évêque. La conférence épiscopale nationale du Congo n'a plus rien à voir avec l'abbé Apollinaire Malumalu. Et puis, n'oubliez pas que si nous voulons parler de la représentativité de l'Église catholique au Congo, c'est la conférence épiscopale nationale du Congo qui la représente, et non un diocèse, celui auquel appartient l'abbé Apollinaire Malumalu. Mais votre question a quand même un sens très profond, dans la mesure où ce choix peut avoir été un piège tendu à l'Église catholique du Congo. Pour que demain, si les choses ne marchent pas comme nos populations l'estiment, le pensent, le voudraient, que ces élites compradors puissent dire demain, non mais l'Église catholique était elle aussi impliquée dans le coup. Non, il ne serait pas exclu que certains compatriotes qui n'ont pas l'information sur la décision prise par la conférence épiscopale nationale du Congo à l'endroit de l'abbé Apollinaire Malumalu puissent croire que l'Église est de mèche avec
ce pouvoir fantoche de Kinshasa. Mais votre question contient déjà une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'il n'est pas le chef de l'État. Nous le dirons 1000 fois. Il est venu au Congo avec une mission, participer le plus possible à l'extermination des Congolais. Et quand les Congolais sont tués, maltraités, malmenés, quand les femmes congolaises sont violées, quand elles sont éventrées, ça rentre dans une partie de sa mission. Qu'il soit taiseux. Sur quel problème est-ce que vous l'avez vu s'exprimer très clairement en train d'échanger avec les Congolais et les Congolaises? Et il y a dans son chef suffisamment de mépris à l'endroit des Congolais et des Congolaises, et leur extermination fait partie de sa mission. Nous ne devrions pas oublier que ce qui se passe maintenant dans cette partie de notre pays, comme le banditisme organisé à Kinshasa et dans d'autres parties du pays, tout cela fait partie de la guerre de basse intensité menée contre notre pays. Il y aura bientôt une vingtaine d'années. On ne doit pas séparer ces actes, bien qu'ils apparaissent isolés, ils ne doivent pas être séparés de la trame générale de la guerre qui est menée contre le Congo. Quand vous examinez les guerres menées par les acteurs majeurs de cette guerre-là dans d'autres pays du monde, vous prenez par exemple l'Irak, vous vous rendez compte qu'ils sont capables d'organiser une guerre pendant plusieurs années. Vous savez par exemple que c'est depuis les années 40 qu'ils ont organisé la chute de l'URSS. Mais quand est-ce que cette chute a eu lieu? Cette chute a eu lieu vers les années 90, 90, 91. Ils travaillent sur une question pendant très très longtemps. Tant qu'ils n'ont pas atteint leur but, ils persévèrent. Mais nous n'avons peut-être pas dans notre immense majorité cette capacité de rester concentrés sur ce qui nous livre réellement la guerre. Tantôt, ils sont perçus comme ennemis réels, tantôt, nous pensons qu'ils deviennent des partenaires et qu'ils peuvent nous aider, alors que quand eux ont une cible à atteindre, ils y travaillent pendant des années et des années. Voilà la raison pour laquelle j'ai toujours voulu que quand nous parlons du cas du Congo, que nous puissions étudier les cas des autres pays où ces acteurs sont impliqués, que nous puissions approfondir leur mode opératoire pour voir si ce qu'ils font chez nous peut, demain ou après-demain, constituer une exception. Mais regardez, combien de commissions ont déjà été mises sur pied dans ce pays-là sans que les conclusions auxquelles ces commissions-là ont abouti puissent être prises en compte par le pouvoir fantoche de Kinshasa. Il y a eu la commission Bakandeja, il y a eu la commission de Tundula, il y a tous ces rapports des experts de l'ONU dont les conclusions ont été claires. Mais qu'est-ce qu'on en a tiré comme leçon? Absolument rien. Ce n'est pas en mettant sur pied une énième commission d'enquête que demain nous aurons des résultats escomptés, c'est-à-dire qu'on puisse traduire en justice les auteurs de ces massacres-là, de ces tueries. Pourquoi? Parce que ces massacres et ces tueries font partie de la mission du gouvernement fantoche de Kinshasa. Nous le répéterons 1000 fois. Alors, c'est quand
nous, Congolais, nous n'arrivons pas à comprendre cela, que nous essayons de croire qu'un jour, les mêmes qui sont impliqués dans la mission d'extermination des Congolais vont monter des commissions et mener des enquêtes qui aident les Congolais à respirer. Non, non. Ce sont des illusions, comme je le disais déjà dans l'émission de la fois passée, ce sont des illusions dont nous devons nous départir si nous voulons rebâtir un autre pays sur de nouvelles bases. Nous devons pouvoir combattre ces illusions-là. La voix. Je rigole un peu. Et le communisme a dans nos têtes une connotation péjorative que nous n'arrivons peut-être pas à nous expliquer sérieusement. Regardez. Pourquoi est-ce que la génération Lumumba a fait peur aux impérialistes? Pourquoi est-ce que ces messieurs-là ont été facilement assimilés aux communistes et de manière péjorative? Et je rappelle que mon article dit que les pères fondateurs ont une pensée politique qui peut inspirer. Je ne dis pas une pensée politique qui doit être recopiée à la lettre. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous aider à comprendre pourquoi la génération Lumumba, avec les Nkrumah, avec les Sékou Touré, avec les Nasser et les autres, ont fait peur aux impérialistes. C'est parce que ces messieurs-là, nourris aux idées marxistes-léninistes, pouvaient à tout moment s'inspirer de la révolution d'octobre 1917. Qu'est-ce qu'il y a eu en octobre 1917? Il y a eu le renversement d'un tsar russe. Par qui? C'est cela qui est important. Par les ouvriers et les paysans coalisés. Donc, si nous ne savons pas cela, nous risquons tout le temps de dire « Ah, mais c'est un communiste ». Vous ne savez pas combien de fois je suis taxé d'un petit communiste de je ne sais quel village, mais ça me fait rigoler. Pourquoi? Parce que souvent, nous ne remontons pas. Donc, il y a eu la révolution de 1917, et au cours de cette révolution, des ouvriers et des paysans ont formé une coalition qui a renversé le tsar, et cela a fait peur aux partisans du pouvoir bourgeois. C'est ainsi que chaque fois qu'on revient après sur le communisme, on oublie que le pouvoir bourgeois qui organise l'idéologie capitaliste a toujours eu peur que naissent les coalitions de ce genre-là et que le pouvoir bourgeois puisse être renversé. Ce pouvoir bourgeois peut être simplement représenté par un gouvernement dit représentatif, comme il est régulièrement représenté par la démocratie bourgeoise, qui est une bourgeoisie, une démocratie dominée par une élite qui possède des sous et une démocratie qui exclut les masses. Alors, parce qu'il y a eu une tentative de renversement du pouvoir bourgeois par les ouvriers et les paysans, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se lève, comme Lumumba, et qui dit « Aujourd'hui, voici la voie que je vous propose. Il faudrait qu'il y ait des grands mouvements populaires et des partis unifiés. Les gens tremblent dans leurs culottes. » Et je pense que c'est peut-être Moufankol qui essaie d'y faire allusion dans l'article qui est publié sur votre sur le site Congo One. Les partis politiques tels qu'ils fonctionnent maintenant dans nos pays ne sont pas sérieusement adaptés à nos conditions. Imaginons que demain, il y ait un lobbying populaire qui permette à nos paysans, notre pays est majoritairement paysans. Imaginez-vous que nos paysans et la multitude de nos chômeurs
comprennent que s'ils coalisent, ils peuvent renverser les partisans du statu quo qui font souvent office de politiciens chez nous. Mais ces gens-là vont faire pipi dans leur culotte. C'est cela qui fait peur quand on fait allusion à la pensée de Lumumba. Pourquoi? Parce que la petite bourgeoisie comprador qui opère à partir du pays ou au niveau transnational veut conserver sa part de gâteau et ne pas y impliquer les masses populaires. Mais regardez, quand vous avez eu un monsieur de la trempe d'Hugo Chavez qui a réussi à redonner aux masses populaires leur place dans la gestion du pays, vous voyez ce que le Venezuela est en train de devenir aujourd'hui, même si la bourgeoisie comprador est en train, la prédatrice est en train de le combattre. Aujourd'hui, le Venezuela, comme la Bolivie et d'autres pays de l'Amérique latine qui ont compris cela et qui ont approfondi le socialisme, sont en train d'aller vers la démocratie communale, c'est-à-dire la gestion collective de la commune par ceux qui l'habitent. Voilà vers quoi on devrait tendre dans les pays comme les nôtres. Et l'allusion à laquelle je viens, l'allusion que je viens de faire à la révolution de 1917 peut être approfondie si on lit un livre très important publié par Michel Collomb et Grégoire Lalieu. Le livre est intitulé La stratégie du chaos, impérialisme et islam, entretien avec Mohamed Hassan. Je pense que c'est un livre de 2011, mais qui est d'une actualité, qui est d'une très très grande actualité. Je pense que ça devrait devenir les livres de chevet de certains politiciens qui ont besoin de retrouver les idéologies pouvant guider et aider notre pays à aller de l'avant. Donc, pour revenir, oui. Mais c'est possible. Mais pourquoi est-ce que le modèle proposé par Lumumba est attrayant? J'ai dit que ce n'est pas l'unique. Parce que lui estime qu'au sein des grands mouvements populaires et des partis unifiés, il y a lieu d'ouvrir un espace de débat et de dialogue. La voie dont vous parlez peut être trouvée si les mouvements populaires congolais et les partis s'unifient et essaient de créer des espaces de dialogue et de débat en leur sein. Donc on ne va pas se réveiller un matin comme ceci et dire, voilà, nous allons inventer notre propre modèle. C'est possible, mais cela peut advenir au cours des procédures, des débats démocratiques qui puissent ouvrir les cœurs et les esprits des compatriotes à un autre modèle possible. Mais quand on parle du socialisme du 21e siècle, par exemple, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Ce ne sont pas des théories aussi compliquées que cela. On fait simplement allusion au fait que on donne à la gestion du pays une autre matrice organisationnelle, un autre fondement. Au lieu que ça soit fondé sur la concurrence et la compétitivité, on refonde un pays sur la solidarité, la coopération. Mais cela, on l'a fait même en Afrique. Et moi, j'ai toujours peur que nous puissions croire qu'il est difficile d'apprendre des autres. Donc, ne peut être mis en pratique chez nous qu'un modèle de gestion que nous inventons nous-mêmes. Mais nous pouvons aussi, à partir de notre originalité, essayer d'apprendre des autres. Nous pouvons apprendre des autres. Est-ce que nous sommes tellement bêtes que là où les autres réussissent à pouvoir créer un modèle fondé sur la solidarité et la coopération, nous ne puissions pas réussir? C'est là la question. La question n'est pas qu'on ne puisse pas avoir un modèle original, mais de savoir qu'est-ce que nous donnons comme base à ce modèle original. Comment pouvons-nous faire que nos populations paysannes, les masses de nos chômeurs, participent
elle aussi, à la gestion de la chose publique, que ça ne soit pas une gestion réservée à une petite élite que nous voyons régulièrement sur les écrans des télévisions, une élite coupée pour la plupart en son sein, coupée de nos masses paysannes. Et comme je vous le disais, le Congo est un pays majoritairement paysan, même si avec la guerre de basse intensité maintenant, on chasse nos populations de nos villages pour qu'elles aillent s'entasser dans les villes et qu'on les extermine convenablement. Dans l'entretemps, nos villages sont occupés par les prédateurs et les autres élites compradeurs. Donc, j'ai dit, mon approche est limitée, ce n'est pas une parole d'évangile, et j'ai dit, mais est-ce qu'il est possible d'organiser un lobbying populaire qui unifie nos différents mouvements de façon que nos populations soient des parties prenantes de l'organisation, de la société, de la gestion de la cité, qu'elles aient des lieux où elles créent à la fois des moyens culturels, des moyens politiques, des moyens sociaux, des moyens économiques qui leur permettent de devenir des actrices à part entière de la gestion de la cité congolaise. Est-ce que c'est aussi compliqué que cela? Je ne le crois pas. Mais il n'y a pas de silence du tout. Il n'y a pas de silence. Et lui-même, Freddy Mulumba parle. Freddy Mulumba écrit. Freddy Mulumba donne des conférences. Je me souviens qu'il a organisé à un certain moment, avec certains amis à Kinshasa, une conférence à l'université de Kinshasa. Dernièrement, j'ai vu Félix Tshisekedi Tshilombo organiser une conférence à l'université de Kinshasa. Il y a le professeur Kamana qui venait de publier, je pense aux éditions du Potentiel, avec le professeur Tchunzambi, un livre sur l'économie sociale, ou un livre allant dans ce sens-là. L'élite congolaise ne s'était pas. Il y a un problème de confiscation des lieux d'expression populaire. Les médias sont muselés et cette élite n'a pas des lieux d'expression appropriés. Et laissez, oui. Oui, il y a aussi cela. Il y a aussi cela et vous savez, il s'inspire dans cet article-là d'un intellectuel américain, un philosophe politique que j'aime beaucoup, c'est Noam Chomsky. L'article, il fait allusion à un livre publié par Noam Chomsky, mais Noam Chomsky a aussi donné une interview publiée sous forme de livre. Le livre est intitulé 2 heures de lucidité. Dans ce livre, il essaye de revenir sur la classification d'intellectuels comme Freddy le dit, mais à un certain moment, il parle aussi des prophètes, en disant ceci. Les prophètes, c'était des intellectuels critiques qui essayaient d'émettre des jugements moraux sur la société de leur temps. Et qu'est-ce qui leur arrivait? Ils étaient exclus, on les a envoyés au désert. C'est longtemps après que leurs mérites ont pu être reconnus. Et quand vous lisez un prophète comme Amos, quand vous lisez ce que un prophète comme Élie a fait, quand vous lisez un prophète comme Jérémie ou Isaïe, vous comprenez que ce sont des intellectuels critiques. Alors, dans des pays où les intellectuels critiques sont mal vus, et ils sont exclus, et il y en a qui prennent à un certain moment le chemin de l'exil, c'est beaucoup plus les intellectuels mangeurs et turiféraires qui deviennent facilement ventripotents et qui ont accès à tous les moyens parce que, comme je le disais dans une petite phrase qui introduit l'article auquel vous avez fait allusion, les idées
on ne les tue pas. On ne tue pas les idées, comme disait Fidel Castro. Or, si vous laissez suffisamment d'espace aux intellectuels qui ont des idées révolutionnaires, la bourgeoisie, la démocratie bourgeoise risque d'être mise à mal. Voilà pourquoi les acteurs majeurs essayent de tout organiser pour que les négriers d'État moderne qui sont chez nous traquent, tuent les intellectuels prophètes, et voilà. Et les médias, même pas simplement au Congo. Quand vous lisez le livre de Noam Chomsky, La fabrication du consentement, vous rendez compte que même dans les pays dits démocratiques, ce sont les grandes entreprises qui gèrent les médias et qui essayent de lobotomiser les masses de façon qu'elles fassent ce qu'elles sont en train de faire ces jours-ci. Donc on ne peut parler et crier que quand il y a football. Il n'y a pas tellement d'espace pour les masses licenciées, les masses malmenées par la démocratie bourgeoise, pour s'exprimer aussi librement que quand il y a des matchs de football. Vous voyez à quoi les masses sont réduites, pas simplement au Congo, un peu partout au monde. Hein, vous n'avez qu'à lire ce livre-là de Noam Chomsky ou les deux, l'autre livre auquel je venais de faire allusion, 2 heures de lucidité. Vous vous rendrez compte qu'en Amérique latine, il y a eu des intellectuels jésuites qui ont été tués parce que ils allaient vers les questions de la base. Quand vous prenez un évêque comme Don Elder Camara, il disait entre autres ceci: quand j'ai fait des actes de charité à l'endroit des pauvres, on dit que je suis un saint. Mais quand je pose la question de savoir pourquoi ils sont pauvres, on dit que je suis un marxiste. Vous voyez, je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Les intellectuels qui arrivent à poser des questions fondamentales ont toujours été mal vus, et surtout dans les sociétés modernes. Et on les tue, ou on les exile, ou on leur rend la vie difficile pour qu'ils ne puissent pas avoir accès aux livres, mais surtout pas accès aux masses populaires. Ils sont dangereux. Mais vous, dans votre question, vous identifiez tous les politiciens aux intellectuels. Je pense qu'il y a là une erreur. Il y a des politiciens du ventre qui disent tout et n'importe quoi. Et c'est important de le savoir. Et tous les politiciens ne peuvent pas être assimilés aux intellectuels critiques, aux intellectuels prophètes. Hein, si on peut parler d'eux en termes d'intellectuels, ils sont peut-être parmi les mangeurs ou les turiféraires du régime. Et ils pratiquent ce que j'ai toujours dénoncé depuis tout un temps. Ils pratiquent l'inversion sémantique. Hein, ils parlent de l'opposition là où il y a politique du ventre. Et voilà. Et puis je pense qu'avec notre classe politique, nous devons faire très très attention. Vous avez des gens qui sont d'une instabilité terrible. Aujourd'hui, ils militent dans ce qu'on appelle l'opposition. Demain, il change de camp. Il va là où il peut trouver à manger, à boire. Et nous avons beaucoup de ceux qui prétendent être intellectuels aujourd'hui, qui font la politique du ventre. Hein, c'est aux plus éveillés d'entre nous de faire attention à ce danger-là et de veiller à une bonne classification d'intellectuels dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer que vous n'avez pas d'élite, nous n'avons pas d'élite compétente dans notre pays. Malheureusement, je ne vois pas où un appel sérieux est fait à ces élites-là. Et même quand on y fait, on fait appel à eux, c'est beaucoup plus pour les corrompre afin qu'ils deviennent les serviteurs du système. Ou simplement, il y en a qui se laissent aspirer par le système. Le système est tellement fort dans sa transnationalité que il aspire facilement les intellectuels. Vous voyez tout ce qu'il y a comme armada là, il y a en dehors du pouvoir fantoche qui peut aspirer, il y a les ONG, vous en avez plusieurs aujourd'hui, ce n'est pas moins de 200 ONG qu'on retrouve au Congo. Oui.
Oui, 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 il y en a qui le font. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, c'est autant de, autant de catégories que nous avons, mais j'ajoute simplement qu'il y en a aussi de sérieux qui travaillent pour que ce pays-là change et on sait en trouver, même si ils ne sont pas majoritaires. Hein. Les minorités organisées et agissantes intellectuellement ont toujours été minoritaires. Voilà pourquoi je vous disais, je ne sais pas si je vous le disais ou je l'écrivais, c'est pourquoi les changements profonds sont souvent moléculaires. Pourquoi? Ils sont entrepris par des minorités. Euh, c'est vrai, mais vous savez, comme je venais de le dire, il n'y a pas de changement sans euh, organisation, il n'y a pas de changement sans ces arrestations-là. Ah, c'est peut-être cynique d'en parler en ces termes-là. Pourquoi est-ce que je le dis? Les gens qui luttent doivent, à un moment ou à un autre, s'attendre à subir la loi de ceux qui voudraient à tout prix conserver le pouvoir fantoche chez nous. Et vous remarquez qu'il y a là ce qu'on a critiqué au cours de la Deuxième République, c'est la personnalisation du pouvoir et l'idolâtrie de ce qu'on appelle chef de l'État. Donc on est tombé dans ce travers-là. Ce n'est pas demain qu'on va pouvoir en sortir. Mais le Congo a besoin de ses fils et de ses filles qui, au nom de leurs convictions, parlent et font face aux arrestations arbitraires. Hein. Tant que le Congo n'est pas encore devenu un État, c'est pratiquement une jungle où les élites compradores essaient de se comporter comme en terre conquise. Et ces élites compradores qui se redistribuent les cartes vont essayer le plus possible de pouvoir lutter contre toutes les forces du changement. Et cette force du changement, de pouvoir comprendre que plus elles se mettront ensemble pour organiser des grands mouvements unificatrices autour des défis bien précis, c'est aux forces de changement qui doivent comprendre que tant qu'elles n'organiseront pas des mouvements populaires unificatrices, elles seront marginalisées et on les arrêtera sans que nos populations, par exemple, aillent dans la rue pour réclamer leur libération. Il faut qu'il y ait de plus en plus un mariage de cœur et de raison entre toutes les forces du changement et les masses populaires. C'est ma conviction. Quand ce mariage-là sera scellé sur 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans, il y aura renversement de vapeur. Il y aura renversement de rapports de force dans ce pays-là. Nos compatriotes qui luttent au sein des forces de changement doivent éviter le plus possible de pouvoir s'isoler et lutter main dans la main avec nos masses populaires. Voilà pourquoi j'en appelle à un lobbying populaire du côté des forces du changement. Un lobbying populaire qui aille vraiment dans le sens de la création des grandes synergies pour pouvoir changer les rapports de force dans notre pays. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.